Syrie, 8 décembre 2024. Les rebelles syriens prennent le contrôle de Damas. Le régime de Bachar el-Assad est tombé. À quelques dizaines de kilomètres au nord, les rebelles libèrent les détenus de la prison de Saïd Naya. Torture, famine, exécution, les témoignages des rescapés de cet abattoir humain ont contribué à mettre en lumière la brutalité du système el-Assad. C'est ce système, prêt à tout pour faire taire l'opposition, que l'on va étudier dans cet épisode. Pour parler de ce sujet aussi passionnant que tragique, on a la chance de recevoir sur les chemins de l'Orient le chercheur Arthur Kenney. Arthur Kenney est docteur en sciences politiques, affilié à l'université Panthéon-Sorbonne, et c'est l'un des co-auteurs du superbe ouvrage Syrie, anatomie d'une guerre civile, qui est l'une des rares enquêtes de terrain qui a été menée sur la guerre civile syrienne. Dans cet épisode, on a discuté ensemble des caractéristiques économiques, militaires et sociales du régime de Bachar el-Assad, et Arthur nous a livré 3 clés permettant de mieux comprendre ce terrible régime. Alors, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et en tout cas, bienvenue sur les chemins de l'Orient. Donc Arthur Kenney, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et bienvenue sur les chemins de l'Orient. Merci. Donc Bachar el-Assad arrive au pouvoir en 2000 et promet un certain nombre, une série de réformes à la fois économiques et politiques. Est-ce que déjà vous pouvez nous éclairer un petit peu sur les réformes économiques que Bachar el-Assad amène pour comprendre un petit peu ce système Bachar el-Assad ? Très bien. Le système Bachar el-Assad, en fait, donc c'est un des régimes les plus violents des dernières décennies, qui fonctionne par l'arrestation, la torture, la prévention de toute forme de mobilisation. Mais étrangement, alors même que c'est un régime extrêmement autoritaire, c'est un régime qui tombe dans une économie extrêmement néolibérale qui va détruire l'État, c'est-à-dire détruire ses propres capacités d'organisation, ses moyens d'organiser la répression contre la population. Et donc, les réformes néolibérales, en fait, le régime y est contraint, parce qu'il passe d'une économie socialiste où Hafez al-Assad a un essoufflement de l'économie syrienne avec une crise économique assez dure dans le pays, un appauvrissement des classes moyennes et des classes populaires sur lesquelles s'appuyait le régime Baas. Et donc l'arrivée de Bachar el-Assad acte un tournant néolibéral où il va essayer d'ouvrir le pays aux investisseurs étrangers et privatiser l'économie, qui était une économie de planification. Cependant, en faisant ça, il va favoriser l'émergence d'une élite économique soudée au régime. On pourra décortiquer un peu les composantes communautaires ou non de cette élite au pouvoir. Mais en fait, l'effet de ça, c'est une marginalisation de la bourgeoisie historique, traditionnelle syrienne, des classes moyennes et des classes populaires qui vivent dans une situation économique dramatique. Donc en fait, le tournant libéral, c'est plus autoritarisme à travers une corruption généralisée, une privatisation, en fait, une corruption massive dans les institutions de l'État qui explose, et un appauvrissement de la population. Par exemple, quelques chiffres. Un professeur, là on est en 2010-2011, juste avant la Révolution, on est à quelques centaines de dollars par mois de revenus pour quelqu'un qui est classe moyenne, à l'université, etc. Et si on descend dans les différents degrés de l'administration publique syrienne, évidemment, on sait beaucoup moins. Donc en fait, la corruption devient un moyen de rente, en fait, de revenus pour des gens qui n'ont plus les moyens de vie. Sachant qu'un appartement à Damas, à l'époque, c'est $500 par mois. Ah oui, donc d'accord. Les gens, le panier quotidien d'une famille classe moyenne, en fait, est extrêmement restreint. Et donc, on est dans un régime aux abois sur le plan économique qui donc réduit les investissements publics tout en essayant de tentatives de raquettes via un phénomène de privatisation massif, et en face une population qui tente une forme d'escapisme, de survie via soit de différents petits boulots, phénomène de corruption pour les employés. Et de cette manière-là, en fait, on est dans une situation très dure pour le régime. Donc c'est assez intéressant, en fait. Vous nous apprenez que Bachar el-Assad, en fait, a ouvert l'économie, paradoxalement, l'économie syrienne, mais que pourtant, il en a confisqué les bénéfices pour la population. Mais justement, j'aimerais vite fait qu'on revienne sur cette clique, en fait, au pouvoir, parce que j'avais, moi, la conception que cette clique dont Bachar el-Assad s'était entouré, à qui il avait accordé des secteurs entiers de l'économie, c'était uniquement la communauté alawite. Est-ce que c'est une idée véridique qui correspond à la réalité, ou est-ce qu'au final, il y a une intégration de toutes les communautés dans cette élite très proche du pouvoir assez corrompue ? Ouais, c'est une très bonne question. Donc, en effet,
le régime de Hafez al-Assad et plus tard de Bachar al-Assad est issu de cette révolution de palais organisée par des officiers alaouites en 1963. Cette révolution de ces officiers baasistes va s'appuyer sur des élites militaires majoritairement alaouites qui vont ensuite coopter autour d'elles un clan qui sera dans les élites sécuritaires, en tout cas d'une très grande majorité alaouite. Okay. On a donc en fait mais le phénomène est en fait plus complexe que ça. La grande majorité de la communauté alaouite ne va pas du tout profiter de cette montée, c'est arrivé au pouvoir du clan des Assad. Au contraire, c'est une communauté extrêmement pauvre. Quand on va dans la région alaouite sur la côte, c'est très peu d'investissement public. Et puis finalement, ils subissent la paupérisation de la société syrienne. Autant, voire peut-être plus, parce que c'est une population rurale dans les montagnes, etc., que le reste de la société syrienne. En revanche, ce qui se passe, c'est que il faut bien imaginer qu'en 63, quand ces officiers alaouites arrivent au pouvoir, c'est un renversement de la hiérarchie communautaire qu'il y avait dans le pays depuis l'Empire ottoman. C'est-à-dire que là où les élites traditionnelles sunnites urbaines dominaient l'administration et les affaires politiques, d'un coup on se retrouve avec des élites militaires de confession alaouite. Donc le régime va avoir de cesse en fait de jouer sur une forme d'orthodoxie où il va tenter de prouver que les alaouites appartiennent à la religion musulmane, vont tenter, donc par exemple, on a la famille des Assad qui va prier dans des mosquées alaouites, des mariages mixtes avec des élites sunnites d'Amassen, une forme de respect des oulémas et des grands des représentants religieux sunnites, plusieurs façons pour montrer au régime qu'il a une forme de légitimité populaire qui va dans une continuité avec le régime syrien, sachant que la constitution syrienne de l'époque stipule que le président doit être musulman. Donc il y a de facto quelque chose sur le plan symbolique et politique que le clan au pouvoir doit jouer. Ils espèrent aussi par cela obtenir une forme de légitimité populaire. Et c'est là où la question du parti Baas est importante, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur un parti donc de type socialiste avec des sections locales qui, elles, recrutent dans tout l'ensemble de la société. Et ce qu'on voit, c'est que si on venait dans le sécuritaire, la grande majorité d'alaouites, à la tête des divisions d'élite dans l'armée, etc., c'est des commandants alaouites, comme la 4e division qui était commandée par Maher al-Assad, le frère de Bachar al-Assad. Cependant, quand on est dans l'administration publique, là, c'est une grande majorité de sunnites, ce qui représente en fait la sociologie du territoire syrien. On est à 60% à peu près de population sunnite. Et derrière ça, le régime va avoir une politique qui se veut multicommunautaire pour s'assurer une légitimité sur l'ensemble du territoire. Mais en réalité, quand on décortique ça en détail, on s'aperçoit que c'est plutôt de la cooptation d'élites communautaires. Ça peut être des élites religieuses, par exemple chez les Druzes, ou d'élites des notabilités tribales ou autres, que le régime va essayer de s'associer au nom d'une représentation multicommunautaire. Ce qu'on voit souvent dans les grands empires ou dans les puissances coloniales. Et c'est de cette manière-là que le régime arrive à créer une forme d'élite multicommunautaire, entre guillemets, à la tête du pays, alors même que derrière, en fait, il est dans une stratégie donc on a dit, de néolibéral, c'est-à-dire que clairement, il fait face à un appauvrissement massif de la population. Et pour pallier à toute insurrection ou tentative hégémonique contre lui, il va tenter de diviser la société en jouant sur le communautaire. Donc en fait, son appel du multicommunautarisme, en fait, c'est un moyen de diviser la société pour mieux régner. On va y revenir un petit peu plus tard, justement, sur cette captation des élites, parce qu'elle est quand même multicommunautaire, et parce qu'elle est quand même vraiment très importante. Mais donc, vous nous parliez justement du rôle des Alaouites dans les forces de sécurité. L'état de Bachar el-Assad, on l'apprend très bien dans votre livre, se caractérise aussi par une omniprésence des services de renseignement. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous renseigner sur les fonctions de ces services de renseignement, et aussi est-ce qu'il y a des domaines, des pans de la société qui échappent au contrôle de ces services de renseignement? Oui, donc dans la Syrie des Assad, personne n'échappe aux services de renseignement. Ces services de renseignement sont donc pluriels, donc c'est une quinzaine de différents services, sont chacun en compétition les uns avec les autres. Pourquoi ? Pour éviter toute tentative de coup d'État. C'est-à-dire que si un service
tente un moment un coup de force, alors que ça peut être une tentative de coup d'État, mais même une action plus commune de compétition locale avec un membre du clan Assad, etc., tout de suite, un autre service va reporter sur ce qui Ils est en se train de surveillent passer, entre eux, en fait. et ils se surveillent entre eux. Okay. Tout le monde se surveille les uns les autres. Ah oui, ok. Ce degré de pénétration de services de renseignement va très loin dans la société. Donc, toute personne de la fonction publique et potentiellement quelqu'un qui appartient au renseignement, en tout cas, doit faire des rapports réguliers quand il est sommé de le faire. Ça peut être toutes les semaines ou tous les mois. Mais à un moment donné, il y a une forme de contrôle où il doit répondre à un chef des renseignements qui lui demande de venir dans un bureau ou participer à des réunions. Le parti Baas joue également ce rôle en recrutant localement et en demandant aux gens des comptes sur des activités dissidentes de proches, sociétés, etc. Et dans la société, par exemple, les mortards, qui sont un peu les gardiens d'immeubles, ou les référents pour des quartiers ou des villages, doivent aussi faire un acte, se porter garant, faire un acte de référence, de signalement au régime. Quand on monte Donc le but, c'est de casser toute forme de dissidence et de surveiller les institutions. Okay. Ça, c'est la première chose. Ouais. La deuxième chose, c'est surveiller la population. Et de manière préventive, en fait, le régime a réellement une politique préventive qui est l'assassinat et la torture. Donc les gens disparaissent. Avant 2011 même, donc. Avant 2011, oui, bien sûr. Donc on se rappelle de l'épisode sous Hafez al-Assad des révoltes contre des frères musulmans, donc Hama 82, qui a fait quand même 40 000 morts. L'assassinat est employé non pas seulement contre la population, mais également contre des élites étrangères. Hein. Donc le régime participe à différents types d'assassinats, par exemple au Liban. On se rappelle du chercheur français Michel Sora qui avait été enlevé par le clan des Assad, et dont on n'a jamais retrouvé le corps. Mais également d'assassinats de diplomates, de soutien à différents types de groupes radicaux, réfugiés, expatriés au Liban à cette époque. Et au sein de la population, donc ce qu'on a maintenant, ce qu'on arrive à mieux comprendre depuis la chute du régime et la libération des centres de détention, qui a été vraiment un choc pour les Syriens de retrouver des centaines de milliers de prisonniers, des centres de détention. Parfois, les gens n'avaient pas idée que c'était un phénomène de grande proximité avec l'endroit où ils vivaient. C'est-à-dire que le centre de détention, parfois, pouvait être juste à proximité d'une petite ville, enterré quelque part dans une base militaire. Mais inconnu de tous. Où les gens disparaissaient et étaient torturés. Et on retrouve encore actuellement des centres de détention ou des sites des fosses communes. Même un an après. Ouais, même un an après la chute du régime. Et on risque d'en découvrir encore bien d'autres. Donc c'était un phénomène massif. Les gens avaient en fait peur d'en parler, mais en même temps, le régime faisait en sorte que tout le monde, que ce soit un tabou, mais que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. Ah oui, pour propager la peur aussi. Pour propager la peur. Et du coup, les Syriens étaient terrorisés et à l'idée de pouvoir être enlevés. De cette manière-là, et on en viendra sur peut-être les éléments de mobilisation, comment les Syriens ont fait pour organiser une lutte pendant plus de 13 ans. Bien sûr. Le régime arrivait à contrôler l'ensemble des secteurs sociaux, donc les syndicats, les associations. Et si vous étiez employé dans une institution publique, en fait, ce phénomène d'autosurveillance permanent faisait qu'à aucun moment, votre lieu de travail pouvait être un site de contestation. Ah oui. À l'inverse, en fait, des régimes plus ouverts, plus libéraux, comme on voit par exemple en Europe, avec des syndicats et puis des mobilisations par secteur. En Syrie, c'était tout à fait impossible. Donc il y avait un contrôle vraiment de toutes les institutions, quelles qu'elles soient. Mais alors quand même, il y a une question qui mérite d'être posée, puisque vous disiez justement que l'islam, le fait que le président doit être musulman était inscrit dans la constitution syrienne. Qu'en était-il justement du rapport entre les services de sécurité et le clergé peut-être ? Est-ce que vous avez des indications là-dessus ? Alors le clergé était sous surveillance, mais il y avait donc cette quête de légitimité par le régime syrien qui faisait qu'il devait à un certain moment respecter aussi une forme d'autonomie pour les oulémas. Et donc, il y avait non pas une lutte, mais une forme de décentralisation, on va dire, de l'autorité sur la religion. Pareil chez les Druzes, avec le clergé druze qui était respecté. Et les Druzes avaient une forme d'élite locale qui était capable de diriger leur communauté, leur élite. En revanche, les chers alaouites, eux, étaient marginalisés.
n'avaient aucun pouvoir, beaucoup d'entre eux ont été arrêtés, etc., n'avaient aucune capacité de contrôler et d'unir la communauté alawite, qui en fait n'avait aucune élite tribale ou religieuse active. Et jusqu'à l'heure actuelle, c'est un vrai problème pour cette communauté sur laquelle le régime a fait peser un effort de démobilisation. Ouais, c'est-à-dire qu'il avait besoin de créer une forte coercition dans cette communauté pour ensuite recruter pour le sécuritaire et son appareil militaire. Et donc, il faisait en sorte d'être... le clan Assad faisait en sorte d'être la seule élite politique tenant cette communauté. Qu'il n'y ait pas de compétition par les élites tribales ou religieuses. Ok. C'est très intéressant. Pour terminer un petit peu ces éléments de contexte, et après on va parler en détail des manifestations de 2011, vous y en avez déjà pas mal parlé, mais c'est vrai qu'on a du mal à imaginer un peuple se soulever dans un état aussi répressif. Alors, ma question porte pas tant sur les manifestations de 2011, mais plutôt sur ce qui précède en fait 2011. Quel rapport la société syrienne entretenait-elle avec la contestation du pouvoir dans une société aussi répressive? Plusieurs études montrent qu'il y a des stratégies d'escapisme ou de subversion dans les années 80-90, et que, en fait, dans toute forme de régime autoritaire, vous avez des possibilités de subversion, Okay. De contestation. Donc les oulémas, on en a parlé, les religieux pouvaient être en fait une forme de critique du régime. Il y a eu le printemps de Damas dans les années 2000, où il y avait une forme de mobilisation des élites pour profiter de cette ouverture libérale du régime de Bachar. Mais on a bien vu qu'en fait, ça allait dans le sens d'une plus forte, d'un plus grand arbitraire du régime contre la société. Donc en fait, les gens taisaient le politique. Et finalement, tout le monde se gardait bien de participer à une tentative de mobilisation, même avoir des discussions politiques était impossible. On se rappelle, dans les régimes soviétiques, on avait, les études ont montré que finalement la cuisine était un lieu favori des populations dans les pays soviétiques pour parler de politique, justement, parce que c'est un endroit où on est peut-être moins surveillé. En Syrie, donc on est à peu près dans la même situation. Toute mobilisation collective est impossible dans un schéma type classique qu'on a pu observer dans d'autres pays. Donc la Syrie est une vraie énigme. C'est comment les Syriens ont-ils pu réussir à se soulever dans un contexte sécuritaire aussi fort. Et on va justement revenir là-dessus parce que c'est quand même une question qui est primordiale de comprendre comment vous nous avez décrit avec précision, hein, le système Bachar el-Assad, comment est-ce qu'il y a pu avoir des manifestations d'une telle ampleur.